Bonjour Axel et bienvenue. Merci d'avoir invité notre invitation. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Axel Godelet, donc je suis enseignante de langue, donc anglais et espagnol, dans le secondaire, dans toutes les années du secondaire. De la première à la sixième. C'est ça. Des Oui. petits au grands, donc c'est très varié comme pratique. C'est ça, oui. Beaucoup de classes, beaucoup de nouvelles classes et beaucoup de nouveaux cours à préparer. Donc un gros travail de préparation. Tu es jeune enseignante Oui. aussi? Ça fait 5 ans que je travaille, mais j'ai toutes les années des nouvelles classes, donc tous les ans des nouveaux cours à préparer avec des nouveaux élèves, des nouveaux niveaux et donc Ouais, c'est beaucoup de travail, la préparation. c'est ça. Justement, peut-être que tu utilises l'IA pour t'aider dans cette préparation? Exactement, oui. Dans la préparation des exercices, surtout des exercices de grammaire, en fonction du niveau, j'utilise surtout ChatGPT comme IA pour créer des exercices de grammaire, de vocabulaire, grâce à un prompt que je lui ai donné en avance. Et donc ChatGPT sait déjà ce que j'ai comme classe, c'est ce que j'attends de lui. Et je lui fournis une liste de vocabulaire ou un point de grammaire et il fait les exercices. Évidemment, je les rectifie, je les adapte, j'en enlève, j'en rajoute. Je sélectionne ce que j'aime bien et je lui dis aussi ce que j'aime bien et ce que j'aime moins. Et comme ça, la prochaine fois, ça va beaucoup plus vite pour avoir des exercices. C'est ça, donc gros travail de sélection, C'est ça. gros travail d'affinage. Et tu l'utilises surtout pour des exercices plutôt répétitifs, C'est ça. moins sur des choses plus subtiles ou qui demandent plus d'écriture. Pas spécialement parce qu'on fait beaucoup des exercices aussi dans des textes, donc un point de grammaire sur un temps du passé par exemple. Ouais. On utilise des textes entiers où on a retiré les verbes et où on va demander aux élèves de conjuguer ces verbes-là. Pour créer un texte comme ça de soi-même ou en trouver un qui est déjà fait, c'est vraiment compliqué. Alors que justement, quand on demande à l'IA de faire un texte niveau B1 avec ce sujet-là, ce mode vocabulaire-là et ce point de grammaire-là, en 10 secondes, on a un texte qui est fait, on le teste et puis après on l'utilise quoi. Donc donc plutôt que d'aller chercher des textes dans les journaux C'est ça. espagnols ou C'est ça. D'accord. Dans Oui, pardon. Vas-y. Dans des banques de données qu'on peut avoir, des manuels des années précédentes ou des années d'autres écoles, même sur Internet, parce qu'Internet c'est très vaste et on Ouais. peut se perdre pendant des heures. C'est ce que je faisais avant, d'aller chercher dans plein de sites différents. Et en fait, maintenant, grâce à l'IA, je gagne vraiment beaucoup de temps. Ok, donc ça c'est pour les exercices. C'est ça. Donc c'est sur du formatif, hein, ils sont pas évalués Oui, c'est ça. de manière certificative, donc ça ne compte pas pour le bulletin. Il y en a certains aussi que j'utilise pour les évaluations et donc pour le travail journalier, pas pour les examens parce qu'on fait des examens en commun. Ouais. Et donc là, je travaille avec mes collègues. Donc vu qu'on a plus de cerveau, on peut faire des choses qui sont plus abouties aussi. Mais quand je travaille toute seule, oui, ça peut être sur des évaluations aussi. Ok, mais alors juste pour les textes, pas pour les questions, pas pour le cadre, pas pour l'explication. Ah oui, non, c'est ça. Pas pour le déroulé du cours, mais plutôt pour l'exercice qui va être proposé à l'élève. C'est moi qui ai en tête les exercices que je voudrais faire, et puis c'est l'IA qui les crée, quoi. Ouais, donc imaginez les exercices, le pédagogique, la manière dont ça va se C'est ça. dérouler, ça reste. Voilà. Et tu te dis parce que tu as plus d'idées, ou alors parce que tu as essayé qu'en fait les résultats sont pas bons. Parce que j'ai des idées qui fonctionnent et donc je me suis jamais posé d'autres questions. Mais c'est vrai que j'ai déjà aussi utilisé l'IA dans un contexte un peu extrascolaire, mais toujours avec les élèves. C'était en retraite et on a fait Ouais. une murder party. Et alors, je suis pas du tout experte en murder party. J'en avais juste vécu une fois et je me suis dit que c'était un super jeu parce que c'était une retraite théâtre, donc il devait incarner un personnage. Et donc j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à faire une murder party pour des élèves, des jeunes élèves qui n'en avaient jamais fait avant. Et là, il m'a vraiment fait tout le déroulé et les élèves ont adoré. Ah, ça a fonctionné. Ah ouais, Il n'y ça a avait pas des super- grosses hallucinations Pas avec. du tout. Ça a super bien marché. C'était vraiment super. Donc voilà. Voilà. Mais de nouveau, c'est pas du certificatif, Non. c'est pas de l'évaluation, ça reste des exercices. Non, c'est ça. Donc c'est utile, mais c'est très cadré, si je comprends. Dans ta pratique, Oui. ça reste Oui. très bien. Et est-ce que tu vois que tes élèves l'utilisent aussi? Malheureusement, ils l'utilisent, mais pas comme un outil. Mais ils substituent leur cerveau à ChatGPT et c'est ce qui est dommage. Et souvent en classe, je répète ça que moi mes exercices, je les fais aussi avec ChatGPT et je leur Ouais, t'es transparente apprends. avec eux. Voilà, c'est ça. Et je leur apprends que c'est un outil et que quand on apprend à utiliser un outil, on peut en faire des choses formidables. Mais que le tournevis, si on le fait pas tourner, la vis elle rentre pas. Et alors ça, c'est une discussion que vous avez et ils réagissent, ils font ouais mais madame, ou alors il y a un échange critique avec des arguments. C'est assez restreint. Ouais.
Mais c'est parce que la discussion arrive souvent quand je les prends sur le fait que leur devoir, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est plutôt ChatGPT qui l'a fait à leur place. Et je leur dis que c'est bien dommage parce qu'au test, ChatGPT ne sera pas là et que l'apprentissage, ChatGPT il le connaît déjà. Il a déjà assez de ressources et donc ici on n'est pas là pour utiliser ChatGPT comme un substitut de notre cerveau, mais comme un outil. Et donc des fois, j'essaye de leur apprendre aussi un petit peu ce qu'on pourrait en faire. Justement, qu'est-ce que tu leur apprends alors là-dessus pour essayer de surmonter cette difficulté, mais qui est compréhensible? Je l'utilise devant eux aussi. Ça m'est arrivé il y a 3-4 jours, un bug informatique. Le son ne sort pas, la vidéo YouTube est bien à l'écran. La vidéo précédente fonctionnait bien, mais celle-ci ne fonctionne pas. Alors j'essaye déjà de petits trucs et j'y arrive pas. Je demande aux élèves aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait m'aider? Help. Et puis je leur dis, voilà, personne ne sait. On va pas rester bloqué dans cette situation-là. On va ouvrir ChatGPT ensemble et on va voir ce qu'il nous propose. Et si ça nous aide, spoiler alerte, il nous a pas aidé. Donc, au final, c'est pas parce que on demande à ChatGPT qu'on aura toujours la solution à tout non plus. Et donc, c'est un bel exemple aussi, je trouvais, à montrer en direct devant eux que c'est pas la réponse à tout, c'est pas le remède miracle, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il va falloir aussi un petit peu choisir d'autres solutions, comme demander à une vraie personne compétente, au responsable informatique, par exemple. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est finalement toi qui inventes des choses, qui te retrouve dans des situations, qui rebondit dessus. Oui, c'est ça. C'est toujours super avec les jeunes parce que ça leur permet aussi de s'intégrer. Mais qu'en fait, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de formation pour tous les enseignants ou les autres professionnels de l'éducation. C'est un peu une aide au quotidien, mais voilà, elle vient surtout de nous et surtout avec les collègues aussi, on en parle beaucoup. Tiens, comment toi tu utilises donc en échange informel, voilà, c'est ça. Salle des profs. Oui, c'est ça, exactement. Et on a la chance d'avoir une école qui est fort axée numérique. Et donc, pour les profs de langue, on a la version payante de ChatGPT qui nous aide à... et je sais qu'on a un collègue qui a eu une formation là-dessus, à pré-corriger les expressions écrites, par exemple. Ok. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'encore une fois, je ne m'y suis pas attardée. Ça peut se discuter. Voilà. Mais c'est pré-corrigé et que ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, mon collègue repasse dessus parce que... on peut pas s'arrêter juste à ça. Il y a une obligation de correction humaine. Mais justement, sur cette absence de cadre formel où c'est ces choses qui finalement viennent d'en bas, parce qu'il n'y a pas d'en haut de solutions qui sont proposées. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses justement qu'il y a besoin de plus d'outils? Parce que tu en viens à discuter avec tes élèves de choses qui ne concernent pas à proprement parler ta matière, mais qui sont intéressantes quand même. Oui. Qu'est-ce que tu en penses en tant que professionnel justement de ce qu'il faudrait alors? C'est une question un peu compliquée parce que moi, ce que je pense en tant que prof des IA, et de la profession en règle générale, c'est qu'on est d'abord là pour les éduquer à être des citoyens de demain. Et donc, la première chose qu'on doit les éduquer à faire, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un quotidien de aujourd'hui ou de demain. Enfin, les questions d'actualité ont autant leur place dans ma classe que les questions de langue. Et des questions éthiques aussi ont beaucoup leur place parce que dans le cours d'anglais, on n'apprend pas que à parler anglais, on pose beaucoup de sujets de société, beaucoup de sujets de technologie, beaucoup de sujets numériques. Enfin, on parle vraiment de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que juste la langue en elle-même. On utilise la langue au profit de sujets citoyens en fait. Et donc, ce genre de sujet arrive souvent dans ma classe. Et moi, j'ai un point de vue. Oui, on a 2-3 formations, on a d'autres points de vue des collègues aussi. On essaie de les inclure aussi. Mais au final, quelle est la bonne réponse? On ne sait pas. Et c'est justement l'échange qu'on en a et qui est encore plus intéressant, je trouve. Ouais, c'est très, très intéressant. C'est une vision très transversale de la profession. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas d'apprendre seulement une langue, il s'agit d'apprendre tout le reste. Et c'est intéressant de dire, j'ai pas de réponse, mais par contre, je continue à questionner mes élèves. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des choses justement, ça leur parle de cette démarche-là? Ah oui, ils adorent. Et à la fin du cours, je termine par, voilà, on n'a pas répondu, mais on a bien discuté. Et j'ai souvent des retours positifs de, c'était super madame, on adore parler avec vous. Ils adorent aussi diverger et me faire parler d'autres choses. Voilà. Mais je trouve que ça fait partie aussi de leur apprentissage et de comment parler, comment discuter. Je les recadre aussi dans la façon dont ils s'expriment sur un sujet. Et je trouve que tout ça a autant sa place, quoi. Et alors, ça, c'est une question très précise, mais en t'écoutant, c'est ça que je pense, c'est, comme les textes, imaginons qu'ils travaillent sur un texte, c'est un texte inventé, donc qui est sans doute peut-être sur un sujet, je sais pas, très neutre. Oui. Et que, si tu travailles sur un texte d'actualité, là, c'est peut-être un sujet qui va enflammer la classe. Est-ce que tu vois que,
un texte qui a été pioché sur un site d'actualité et un texte généré par l'IA, est-ce que tu vois une différence dans la réaction des élèves? Déjà, un texte généré par l'IA peut être tout à fait argumenté et tout à fait porté sur un sujet qui débat aussi. Ouais. Si je demande à l'IA de faire un texte qui fait débat sur ce sujet-là, ou avoir une opinion précise sur ce sujet-là, il le fera. Et donc ça peut aussi être généré par l'IA et enflammer le débat. Ouais, mais il risque de ne pas citer ses sources et d'halluciner. Mais c'est ça aussi l'esprit critique. Est-ce que vous pensez que ce texte, parce que alors là à ce moment-là je le ferai exprès, que tu leur dis et que, voilà. Et alors je le ferai exprès, je le noterai en dessous, généré par ChatGPT, et ce sera aussi le sujet de discussion. Et ça va être encore plus intéressant parce que tiens, est-ce qu'on lui fait vraiment confiance? Parce qu'il y a aussi des séquences où les sources, et checker ses sources et à quoi est-ce qu'on peut faire, on peut faire confiance à quoi ou pas. Donc tout ça est intéressant. Et je trouve ça passionnant que tu mobilises des compétences qui sont très larges, très transversales dans un cours de langue. Et ça montre aussi que l'IA est un sujet qui touche tout le monde. Bien sûr. Et qui mobilise des compétences très similaires. Oui. Parce que c'est pas des compétences que toi tu travailles à ton cours, mais tu les mobilises. Oui, c'est ça exactement. Et avec l'IA, on peut parler de 1000 autres sujets. Ouais. On peut parler de toutes les causes cachées de l'IA, de ce qui est écologique, ce qui est le travail du minerai, les ressources de minerai. Il y a plein de choses qui sont abordées et qui sont aussi les sujets qu'on traite dans notre cours. Donc en faisant une séquence sur l'IA, on peut vraiment parler de tous les sujets. On pourrait parler de l'IA dans toutes les matières. Que ce soit en maths, en sciences, en langue, en français, toutes les matières pourraient aborder l'IA. Et donc ça, sur le débat actuel, alors aujourd'hui qui est très centré sur les réseaux sociaux, mais il y a peu de temps c'était sur les smartphones, et donc l'interdiction de l'IA, l'encadrement de l'IA, la formation à l'IA, l'accompagnement à l'IA à l'école, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est comme tout, c'est comme Internet, c'est comme la calculatrice, c'est comme les smartphones, ça existe, c'est là. Il faut apprendre à l'utiliser de manière consciente et modérée. Et cet apprentissage de l'utilisation, évidemment, c'est pas à la sortie de l'IA qui va être accompli. C'est plus on va l'utiliser, plus on va se rendre compte des déviances, plus on va se rendre compte des points négatifs de l'IA, mieux on va l'utiliser. Et donc plus on en parle et plus on en débat, et plus le sujet est ouvert, mieux on l'utilisera. Si on clôt le sujet et si on l'interdit tout simplement purement, alors c'est comme tout ce qu'on interdit aux enfants, ils vont vouloir encore plus le faire. Et même à nous, tout ce qui est interdit, on a encore plus envie de le faire. Donc l'interdiction pure et dure, moi je suis jamais pour. Mais par contre, l'éducation, l'accompagnement et l'explication, moi je trouve que c'est nécessaire. Surtout aujourd'hui où l'IA est partout tout le temps et ça peut vraiment faire des dégâts, surtout chez les jeunes qui ont un esprit critique qui est pas du tout encore assez aiguisé. Et donc on est obligé de les accompagner là-dessus. Et ça, sur l'esprit critique, justement, parce que ici, c'est quelque chose que tu dis en filigrane depuis le début, sur quoi tu insistes beaucoup, sans vouloir déformer tes propos, c'est le dialogue. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu penses qui est aussi, justement, sur cette question d'esprit critique, que tu dis, mais ça, il faudrait faire à l'école, ou moi, je fais ça dans mon cours, ou mes élèves me demandent ça? Sur l'esprit critique? Oui, ouais. Une pratique que je fais sur l'esprit critique pour les élèves te demandent, ou tu te rends compte justement dans ce dialogue, mais il y a ça aussi en plus. Il ne s'agit pas seulement de dialoguer, mais il s'agit aussi de ça. Ou quand je les entends parler et donner leur avis et qu'ils ont un esprit critique par rapport à quelque chose, la première chose à faire, moi, c'est de les encourager. Déjà, c'est super de me donner votre avis, j'adore. Par contre, attention à comment tu le dis, parce que tu pourrais blesser telle ou telle personne. Attention, d'où est-ce que tu tiens ça? Parce que ta source est peut-être pas fiable, mais c'est super de donner ton avis. Et de toute façon, les jeunes donnent leur avis. Puisque sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux, ils sont amenés à commenter, liker, republier, repartager, et c'est ça qui alimente les réseaux sociaux. Donc, ils sont obligés sur les réseaux de donner leur avis pour exister. En classe, ils veulent donner leur avis de la même façon qu'ils le font sur Internet. Mais c'est là que ça pose un peu problème parce que ils sont tout seuls chez eux, j'exagère, ils sont 30 en classe. Donc s'ils donnent leur avis de la même façon... Cours de langue à 30, c'est quelque chose. Ce n'est pas le sujet. Voilà, oui, pardon.
s'ils donnent tous leur avis de la même façon qu'ils le font sur les réseaux, c'est là que ça va poser problème. Donc, il y a un recadrage, mais toujours une valorisation de la vie personnelle. Et même si ça va à l'encontre de mes pratiques, je dirais, merci pour ton retour. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Enfin, je le dis peut-être pas avec ces mots-là, mais c'est ce que ça veut dire. Et ils savent que s'il y a une erreur au tableau, ah oui, super, bravo pour ton esprit critique et de ne pas avoir pris juste ma feuille comme argent comptant et d'avoir fait attention à tous les détails. Et donc tout ça, moi, je les encourage toujours. Et même si ils imaginent quelque chose de... J'ai déjà eu un élève qui a dit « Oh madame, ça aurait été super si on avait fait un exercice comme ça, pendant cette séquence-là. » Je fais « Bah ouais, génial, super, merci, je le note et l'année prochaine, je ferai mieux. » Et les gens qui viendront après vous auront des exercices encore mieux grâce à vous, grâce à votre esprit critique et grâce aussi à votre volonté de le faire passer et de transmettre cette idée que vous avez eue. Je te travaille dans le secteur jeunesse, valoriser la parole des jeunes, les idées des jeunes. Je te rejoins totalement, évidemment. Et c'est comme ça qu'on crée le climat de confiance aussi et où le dialogue est ouvert. Et donc, des sujets un peu plus touchy seront quand même abordés dans un calme et dans un cadre, comme par exemple l'IA que j'aborde en classe. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil à propos de l'IA dans un cadre éducatif aux professionnels d'éducation, que ce soit des enseignants, des éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices jeunesse, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais déjà de se lancer, d'essayer, de voir un peu et de tester les différentes IA qui sont proposées et qui sont disponibles en fonction du secteur. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT parce que ça génère des contenus textes, là où il y a plein d'autres IA que je ne connais pas encore et que je n'ai pas encore utilisées parce qu'elles ne touchent pas ma matière. Mais donc, quand on a trouvé l'IA ou le site qui correspond à sa matière ou à son secteur professionnel et qu'on l'utilise correctement, ça nous fait gagner un temps de dingue, déjà de 1, et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et donc, on va aller chercher un peu plus loin, un peu autre chose, un peu différemment et à chaque fois un petit peu différemment et ça nous entraîne à avoir toute une nouvelle séquence à laquelle on n'aurait pas pensé ou tout un nouveau truc auquel on n'aurait pas pensé et qui au final se prête super bien et est super. Ou un projet dans lequel on ne se serait pas lancé parce que c'est énergivore et chronophage, là on va le faire. La Murder Party, je l'aurais jamais faite sans l'IA. Merci beaucoup. Plaisir.